Stacy, nous on se connaît depuis 13 ans maintenant. Wow, On, 13 on ans. avait 14 ans quand on s'est rencontrés. Oui, Là, donc ça fait 13 ans. oh mon dieu, Donc ça fait, ça fait un petit moment. c'est un vieil direct. Et j'aimerais que tu te présentes rapidement. Eh ben, Stacy, 26 ans, cerveau turbulent mais corps fatigué. et, euh, et voilà, personne ordinaire avec quelques différences qui rajoutent quelques notes de bonheur à ma vie, mais aussi quelques notes de choses un peu moins bien, de choses qui me révoltent, de choses qui m'ont bouleversée depuis que je suis petite. Voilà. Qu'est-ce qui fait justement que tu es différente? Bah, ce qui fait que je suis différente, je pense, avant tout, en fait, ça remonte à l'enfance parce que très tôt, j'ai eu conscience de la mort, très très jeune. Je pense que déjà petite, j'étais différente au niveau de ma réflexion sur la vie, assez précoce. Et ce qui a fait une différence beaucoup plus marquée, c'est la découverte de ma maladie, qui s'appelle la maladie de Pompe. C'est une maladie rare et orpheline. C'est une maladie génétique qui est aujourd'hui traitée. Euh, ouais, C'est une forme de myopathie, c'est ça? Oui, c'est une forme de myopathie. On dit ça rentre dans le cadre des maladies neuromusculaires, donc c'est une maladie qui est dégénérative, c'est-à-dire que avec le temps, l'état général se dégrade et tous les muscles, absolument tous les muscles du corps s'affaiblissent ou rétrécissent et on peut pas améliorer, on peut pas revenir en arrière. Donc il n'y a pas de médicaments, de traitements qui... Comme je le disais, il y a un traitement qui ralentit la maladie. C'est un traitement dont je bénéficie depuis 2006. Donc ça fait 13 ans. Et je suis une des rares patientes à avoir développé au bout de 13 ans, enfin 12 ans même de traitement, à avoir développé une immunité, c'est-à-dire que je fais de l'allergie à mon propre traitement, alors que d'habitude ce sont des choses qui arrivent pas avec le temps, c'est des choses qui arrivent tout de suite. Et là, voilà, j'ai appris l'année dernière que mon corps fait une immunité contre le seul traitement qui existe pour ralentir la progression de la maladie. Et déjà de base, ta maladie est différente des autres puisque tu me disais que soit on découvre cette maladie très très jeune, soit on le découvre plus tard à l'âge adulte. Et toi, en fait, c'était dans l'adolescence que tu as découvert ça? En fait, disons qu'il y a la forme infantile, c'est-à-dire que l'enfant, dès la naissance, présente de très très grosses atteintes cardiaques, gastro, enfin vraiment très très importantes. Très très importante marque et très important déficit. Et après, on a la forme adulte où c'est la maladie en fait commence à se déclarer beaucoup plus tard et où les symptômes sont beaucoup plus légers. Mais du fait de cette légèreté, le diagnostic est très très dur à poser. Et pour ma part, en fait, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes, la première déclaration vers l'âge de 8 ans. Et on m'a diagnostiqué à l'âge de 11 ans. Ouais, donc ça a mis 3 ans avant de savoir ce que c'était. En fait, j'étais souvent énormément malade, j'avais beaucoup de pneumonie, de choses comme ça. J'étais très souvent très fatiguée, j'étais très nulle en sport, j'étais très très maigre, je grandissais plus. Enfin, j'étais un enfant très très fragile depuis ma naissance. Et c'est vrai que mon pédiatre s'est montré très très compétent parce qu'il a jamais lâché, il a toujours essayé de chercher, de trouver d'où toutes ces faiblesses pouvaient venir. Et en fait, c'est à partir de mon foie que mon pédiatre s'est dit mon Dieu, cette petite fille a un foie très abîmé pour son âge, il faut trouver ce qui se passe. Et à partir de là, ça a mis 1 an de tests en pédiatrie pour trouver d'où ça venait. Et pourquoi le foie? Parce que le foie, c'est
l'organe de mon corps qui a été le plus vite abîmé par la maladie, étant donné que ma maladie est liée à une mauvaise dégradation du sucre et mon foie complètement, était complètement saturé en sucre en fait, en ces sucres-là, et il était énorme. Et voir un enfant avec un ventre d'homme cirrhosé ou qui boit trop d'alcool, c'est rare. Et c'est là qu'elle s'est dit, oui, là, il y a quelque chose dans le foie qui se passe. Et en fait, on m'a ponctionné un morceau de foie et c'est là qu'on a vu que j'avais un problème de dégradation du sucre. Et donc, ce problème est, euh, est présent au niveau des muscles et donc ça a tout relié à la myopathie. Voilà, parce que comme tout le monde le sait, pour qu'un muscle fonctionne, il faut le nourrir en sucre. Voilà. Et ce traitement, justement, qu'est-ce que c'est comment tu le prends? Alors, ce traitement, en fait, donc comme j'expliquais, j'ai du sucre un peu partout qui stagne dans mes cellules musculaires, un peu dans mes organes, un peu de partout. Et en fait, c'est tout ça parce il me manque la recette, comme on dit dans le jargon, qui fait que mon corps pourrait fabriquer une petite mangeuse de sucre, une enzyme dont on a besoin, que notre corps fabrique. Et moi, j'ai pas la recette dans mes gènes pour fabriquer cette enzyme-là. Et on me donne par intraveineuse cette enzyme synthétisée en laboratoire tous les 15 jours. Voilà, tous les 15 jours, je pars, comme je dis, à la pompe à enzymes. Donc, c'est une perfusion qui pour moi est très longue parce que, comme je l'ai dit précédemment, j'ai développé une immunité. Donc, il faut que le produit coule extrêmement doucement dans mes veines. Donc voilà, ça se passe dans une hospitalisation de jour, donc j'en ai pour à peu près 8 heures de traitement. Donc pendant 8 heures, tu es relié à une machine qui t'injecte ces enzymes. Voilà, pendant des enzymes qui ont été reconstituées. Faut savoir que les enzymes, elles arrivent en poudre dans des tout petits pots en verre qui sortent du frigo. Et il faut savoir que pour l'infirmière, il faut 1 heure pour reconstituer cette poudre en on va dire en liquide en fait dans une poche. Ça leur prend beaucoup de temps et ensuite c'est parti, on branche et le liquide coule tout doucement dans mon corps. Voilà. C'est un traitement qui est extrêmement onéreux et je tiens à préciser que même si on est peu dans le monde à avoir cette maladie, actuellement en France on est moins de 100. Et chaque cas est unique, c'est-à-dire personne. Tout le monde a les mêmes symptômes, mais une personne a réagi pareil. Voilà, c'est ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on a de la chance d'être dans un pays qui permet aux gens d'accéder à ce genre de traitement. Et de toute la prise en charge qui va avec. Cardiologue, pneumologue, kinésithérapie. Est-ce que tout est remboursé? Oui, tout est remboursé puisque je suis dans une maladie très invalidante et voilà, on a quand même un parcours de soins, un panel de plusieurs spécialités qui sont remboursées, totalement prises en charge. Je pense que c'est important de le dire parce que voilà, en Angleterre, quand on habite en Angleterre, le kiné il n'est pas remboursé, le cardiologue il n'est pas spécialement remboursé. Quand on habite en Grèce ou aux États-Unis, il faut pouvoir appeler à l'aide les pouvoirs publics, le ministère de la Santé, pouvoir être assuré comme il faut. Donc c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de chance de ce côté-là. Et tu avais dit qu'aux États-Unis, il y avait un cas d'une petite fille ou d'un petit garçon, justement, ses parents avaient dû vendre leur maison, hypothéquer leur maison pour pouvoir bénéficier du traitement, non? Alors ça, c'est l'histoire d'un couple américain. C'est d'ailleurs grâce à eux que le traitement existe au jour d'aujourd'hui. C'est une famille, je ne vais pas citer leur nom parce que je ne sais pas si j'ai le droit, mais vous pouvez le voir, c'est vraiment grâce à eux qu'aujourd'hui il y a le traitement. C'est grâce à ce monsieur et à cette dame qui ont 3 enfants, dont 2 lourdement atteints, une petite fille et un petit garçon, qui sont encore aujourd'hui vivants, ce qui est très rare des enfants qui ont eu pompe, qui vivent encore. Et donc ces gens ont tout laissé, hypothéquer leur maison, ils ont tout fait pour investir pour leurs enfants, investir dans la recherche, les laboratoires. Et il y a un film qui a été fait sur leur histoire
avec l'acteur Harrison Ford et l'acteur Brendan Fraser. C'est un film super intéressant à voir. Ça s'appelle Mesure exceptionnelle et ça parle vraiment de tout, de la découverte d'un diagnostic qu'on donne à des parents, à la solitude d'avoir des enfants qui ont une maladie extrêmement rare, à se battre, trouver des scientifiques, savoir investir, même dans hypothéquer sa maison, enfin revendre tout ce qu'il y a pour pouvoir investir, voilà. Et c'est grâce à ces gens aujourd'hui qu'il y a de nouvelles études sur de nouveaux traitements et tout part de ce couple. Et je pense que c'est très important de voir ce film parce que ça montre toute l'histoire du diagnostic jusqu'aux premiers traitements qui ont été donnés et aux améliorations, bien sûr, parce qu'il y a des améliorations. Il ne sert pas qu'à stabiliser la maladie, il a aidé plusieurs personnes à avoir des améliorations, aussi moindres soient-elles. Mais c'est un film à voir, Mesure exceptionnelle. Donc, qu'est-ce que ta maladie t'empêche de faire? Alors, ma maladie m'empêche de faire beaucoup de choses. Me baisser, c'est très compliqué. Monter les escaliers. Après, je veux pas trop me plaindre non plus parce que je marche encore, même si j'ai l'impression d'être obèse alors que je fais que 50 kilos. C'est très dur de lever mon propre corps. Parce qu'il y a encore quelques années, on sortait en boîte régulièrement. Enfin, tu pouvais danser. Voilà, c'est vrai que comme c'est une maladie dégénérative, je suis pas aussi en forme que quand on s'est connu. C'est les choses, c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, c'est vrai que danser en boîte de nuit, c'est plus trop possible. Mais après, voilà, au jour d'aujourd'hui, j'utilise un fauteuil roulant manuel. Alors pas pour la vie quotidienne à la maison. Enfin, quand je suis en état de marcher, j'en ai pas besoin. Après, quand je suis extrêmement fatiguée, quand mon corps veut pas, je suis dessus toute la journée. Et puis, bien sûr que je peux pas sortir sans, en tout cas, puisque je n'ai pas beaucoup d'autonomie. Et puis, surtout parce que je risque de tomber, parce que je tombe comme un enfant, je me relève comme les bébés avec les mains. Mais ouais, c'est assez dangereux de tomber comme ça tout le temps. Je me suis beaucoup fait mal ces derniers temps, donc c'est vrai que maintenant je sors plus du tout sans mon fauteuil roulant. Voilà, qu'est-ce qui change physiquement? Je dois faire attention à tout, à mon cœur. J'ai un risque accru de faire des AVC, donc le cœur doit être contrôlé. J'ai des petits problèmes de respiration. Je dois toujours faire très très attention à tout ce qui est infection au niveau rhino, au niveau pulmonaire, tout ça. Donc je dois me montrer extrêmement prudente. Je suis extrêmement fatigable très vite. T'as des défenses immunitaires du coup qui sont moins performantes? Oui, disons que je suis beaucoup plus fragile. En fait, c'est pas vraiment ça, c'est que mon corps, je vais tomber malade comme quelqu'un de normal, sauf que vu la fatigue de mon corps, je vais mettre beaucoup plus de temps à m'en remettre. C'est pas spécialement un rapport à l'immunité, mais c'est surtout que mon corps a plus de mal à se battre qu'un autre. Alors je sais pas si c'est en termes de qualité d'immunité ou si c'est parce que je fatigue très vite en rapport avec ma maladie. Mais oui, pour moi, un rhume, c'est 3 semaines de dodo et de faire très attention. Il faut pas que ça se transforme en bronchite. De toute façon, j'ai jamais de bronchite. Je passe souvent du rhume à la pneumo. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a cette fragilité-là. Et puis, il y a toute la fragilité qui est venue avec, c'est-à-dire la fragilité psychologique, la peur de sortir, la Est-ce que peur ça génère des phobies? Disons que très jeune, déjà, j'avais une perception assez particulière de la vie. Aussi loin que je m'en souvienne, à 3 ans, j'avais déjà des réflexions assez étranges pour mon âge sur la vie et la mort. Et je pense que le fait d'être tombée malade, j'ai développé des phobies totalement bizarres. Même moi, quand j'en parle à 10 ans, j'étais enfin, c'était l'année d'ailleurs du diagnostic, où on m'a annoncé, voilà, c'était si... voilà, t'as une maladie, machin, bon, voilà. Mes parents, ils pleuraient, enfin, ça a été une année assez désastreuse, en fait, au niveau familial. Et cette année-là, j'ai développé une phobie.
Et j'étais persuadée qu'en sortant de chez moi, une météorite allait me tomber sur la tête. Et donc je ne sortais plus, je n'avais plus de copains de Bah copines, oui, je du ne coup. voulais plus sortir parce que j'étais persuadée qu'une météorite allait me tomber dessus. Donc mes parents, ils étaient... Enfin, du jour au lendemain, j'ai été devenue... ouais, enfin, j'étais devenue bizarre. Enfin, ça a changé toute ma perception de la vie, même si déjà très jeune, elle était bizarre. Mais voilà, j'étais persuadée que j'allais mourir, que quelque chose allait me tomber sur la tête. Et en fait, c'était tout simplement une phobie du fait que oui, une maladie, ma météorite m'est tombée dessus en fait. Et petit à petit, j'ai développé des phobies, plein de choses comme ça. La différence, le fait d'être moqué à l'école aussi, parce qu'il faut en parler, parce que on parle de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire touche aussi les personnes atteintes de maladies. Et pourtant, ça se voit pas physiquement. Physiquement, ça se voyait pas trop. C'est vrai, maintenant ça se voit parce que je boite, voilà. Mais c'est vrai qu'on soupçonne pas une myopathie, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 10 ans, ça ne se voyait pas pour quelqu'un qui ne me connaît pas. Après, quand on voit un enfant maigre, qui mange pas, qui n'arrive pas, qui fait que de dormir, qui n'arrive pas à aligner une randonnée, enfin qui est tout le temps fatigué, le teint toujours très pâle, qui vomit le matin. Ça se voyait, mais les petits camarades de classe, ils le voyaient pas, c'est sûr. C'est sûr que pendant un bon moment, j'ai souffert, et j'en souffre encore d'ailleurs, du problème du handicap invisible. C'est-à-dire que vous êtes différent, tout en vous est différent, mais votre vision de la vie est différente, votre perception, tout est différent, mais en fait, ça se voit pas du tout à l'extérieur et on peut très vite être mal jugé, en fait. Tu m'avais donné une anecdote de. C'était à Decathlon, dans quel magasin tu. C'est pas grave, on a dit Decathlon. Ah Mais oui. dans quel magasin tu. Justement, tu sortais d'une cabine Oui, handicapée handicapé. et en fait, on t'a fait la réflexion que tu aurais pu en utiliser une autre. Oui, en fait, pour les essayages, non, même si j'arrive à marcher, que je suis debout, j'ai besoin de me tenir, j'ai besoin de m'asseoir, j'ai besoin d'avoir de l'espace pour faire mes mouvements. Mais j'étais petite, hein, j'avais 12 ans, j'ai été facilement impressionnable. Et, et quand je suis sortie de la cabine, ma maman était déjà dans le rayon d'à côté. Et il y a un monsieur qui est arrivé avec son enfant en fauteuil roulant et il m'a. Voilà, il m'a. Comment dire, pas agressé, mais disons qu'il a vraiment pas été sympa et tellement pas sympa que j'en ai pleuré. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que je me disais, T'as trouvé ça injuste? ben non, parce que quand t'es enfant, quand on te dit t'es nul, t'y crois, quand on te dit t'es moche, t'y crois. Donc, enfin, moi en tout cas, c'était mon cas. Donc, le monsieur qui me disait, ah, mais non, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je n'ai pas répondu, ah bah non, monsieur, c'est pas marqué sur mon front, mais voilà, moi j'ai un handicap, il est peut-être moins important que celui de votre fille, mais j'ai besoin de la cabine. Bah ça, à 12 ans, t'arrives pas on te crie dessus. Oui, t'as pas le même tact que maintenant. Oui, voilà, maintenant, quand il y en a un qui me dit, excusez-moi, vous êtes garé sur une place handicapée, maintenant je le regarde, je me gêne pas, je lui dis, excusez-moi, c'est pas marqué la poste sur mon front, enfin c'est bon, faut que je vous montre patte blanche, voilà, je suis handicapée, ça se voit pas. Enfin, plusieurs fois, j'ai eu le problème où il y a des gens qui venaient me voir, vous êtes pas handicapé, j'ai pas regardé, j'ai la carte, je suis handicapée, ça se voit pas, mais vous allez voir quand vous allez me voir marcher, faire quelques pas, vous allez tout de suite comprendre. Donc, faut pas juger comme ça, handicapé ou pas, ça se Parce fait que pas du malgré tout. tout, t'as pu avoir ton permis, tu conduis. Alors, mon permis, oui, je l'ai eu, mais pas sur une boîte manuelle. J'ai mon permis en ce qu'on appelle boîte automatique, hein, c'est des voitures qui se vendent assez bien maintenant, mais qui sont beaucoup plus chères à l'achat. Et l'heure de conduite était beaucoup plus chère aussi. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, bah, je suis bien avec ma petite voiture. Bon, malheureusement, je la prends pas assez souvent parce que je veux plus me faire la frayeur de conduire en état de fatigue. Parce que malheureusement, bah, quand on est jeune, on a envie de sortir. Des fois, on sent pas sa fatigue. On insiste et puis on se rend compte que on a failli avoir un accident, quoi. Donc, un très très grave accident. Donc, on va plus prendre le volant quand on est fatigué. C'est terminé, on fait plus jamais ça.
Et puis voilà, donc ma petite voiture, elle me sert pour faire des petits trajets, voilà, pour garder un peu d'autonomie. Hum, Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait que malgré tout, tu peux avoir une vie qu'on peut appeler normale? Bah déjà, Parce que tu fais plein de choses, plein de choses, je sais pas pas. autant que ce que tu voudrais, sûrement, Ah oui. mais en tout cas, tu as quand même une vie qui est assez remplie. Bah j'ai une vie assez remplie, entre guillemets, on va dire à mon rythme. Une vie assez remplie parce que je suis animée par ce qu'on appelle le conte, la tradition orale. J'aime beaucoup écouter des histoires. Et aussi loin que je m'en souvienne petite, pour moi, le meilleur moment de la journée, c'était me mettre dans mon lit et ouvrir mon livre, ou écouter maman me raconter des histoires, ou écrire des histoires, j'adorais ça. Et ma vie est très occupée par les histoires, par les films, par les dessins animés, parce qu'il faut que j'en parle. J'adore les dessins animés, j'adore les films d'animation. Euh, Même plus que les films, je dirais. Parce que quelque part, j'ai toujours cette âme d'enfant en moi qui veut continuer. J'ai envie que mon enfance continue malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu altérer mon enfance. Je continue. Je me dis que mon enfance continue même si je suis adulte. J'ai le droit de m'autoriser toutes ces replongées dans le conte, la tradition orale. Et tu lis beaucoup aussi. Je lis beaucoup, oui, mais je suis beaucoup plus sélective sur ce que je lis. Je vais pas lire. Enfin, je suis très difficile, je trouve, au niveau lecture. Voilà, je lis beaucoup. Il y a un grand monsieur que j'aime beaucoup qui est un peu pessimiste, il faut le dire, mais que j'aime beaucoup lire, c'est Monsieur Maupassant. Et, euh, et j'adore ses nouvelles de guerre, notamment. Et, euh, et oui, Mademoiselle Fifi, c'est une de mes nouvelles préférées. Parce que ça parle de femmes qui ne se laissent pas faire. Et il y a un brin de féminisme là-dedans. Même si je dis que je ressemble pas à une femme, souvent. Parce que c'est très dur pour moi d'exprimer ma féminité. Parce que j'ai énormément de complexes. Parce que je me sens pas femme. Des fois, je me sens, je sais pas, j'ai du mal à exprimer ma féminité. Mais, euh, mais Tu veux ouais. dire par rapport notamment à ta manière de t'habiller, le fait que tu puisses pas mettre de talons, non? Oui, voilà, par exemple ça. Et puis en fait, quand t'es complexé, t'as du mal à te mettre en valeur parce que tu te trouves ridicule Mais en tu trouves fait. forcément pas bien. Oui, bah d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. J'avais fait du shopping avec mon chéri et il m'avait dit, mais si, mais une jupe, tu peux être belle en jupe. Alors moi, je déteste mes jambes parce que quand t'es myopathe, bah t'as les jambes très fines et moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Et, et il me dit, mais vas-y, mets une jupe, tout ça. Donc la vendeuse, elle était à fond, elle faisait son boulot, elle m'a ramené un super ensemble avec une jupe et tout. Et quand je suis sortie de la cabine et que je me suis vue dans le miroir, je fais, oh mon dieu, on dirait une femme. J'ai crié ça dans le magasin. Et il y a une petite dame qui s'est retournée qui me dit, mais vous croyez que vous êtes un homme? Et je dis, non, non, j'ai essayé de lui expliquer en fait pourquoi j'ai dit ça. Mais elle comprenait pas, en fait, je m'enfonçais. Je dis, mais oui, j'ai du mal à être une femme. Elle me dit, pourquoi vous êtes. Je dis, non, non, c'est juste que j'ai du mal à me voir avec ce genre de vêtements. Ça fait très sérieux. Elle me dit, non, ça fait pas sérieux. Enfin, en gros, voilà, c'est vrai, les talons, je peux pas. Et puis ouais, je suis assez plate. Le seul truc qui est assez beau chez moi, c'est mes fesses. Mais vu que je suis assise sur mon fauteuil roulant, on les voit pas. Donc voilà. Pour ce qui est des contes, justement, tu comptes à des enfants? Oui, alors depuis 2013, je compte à des enfants de manière bénévole, bien sûr, puisque je suis pas une conteuse professionnelle, faut bien que je le dise. Je suis conteuse amateur. Hein. Et oui, enfants, personnes âgées, et puis tous les parents qui sont là aussi, parce qu'eux aussi ils en profitent. Donc, tu vas raconter des histoires qui sont déjà existantes et aussi tu en écris quelques-unes. Oui, j'en crée, et je m'amuse beaucoup parce que dans le conte, on peut tellement apporter de choses quand on crée. On peut apporter de la musique, on peut y apporter du silence.
C'est étrange à dire, mais le silence dans le conte, c'est super important. On peut y apporter du silence, on peut apporter du rire, on peut apporter énormément d'émotions. Et c'est une vraie énergie en fait qui se crée entre l'auditeur et le conteur. Et quand il y a cette énergie, enfin, moi quand j'en ressors, je suis fatiguée, mais je suis pleine d'énergie parce qu'il y a eu un échange justement. Et je tiens à le dire, je veux rendre hommage au monsieur qui s'appelait Roger, qui venait me voir tous les 15 jours lors de ma perfusion à l'hôpital et qui était justement conteur dans une association. Et c'est lui qui m'a donné envie de, de faire ça. Parce que j'étais en soins à l'hôpital, c'était vraiment pas rigolo. J'étais là tous les 15 jours. Et il venait, tous les 15 jours on se retrouvait. Et pendant une bonne grosse demi-heure, il me racontait plein d'histoires. Des fois je lui disais, Roger, tu peux me raconter l'histoire des soupes, s'il te plaît. Enfin voilà. Si bien qu'on a fini par écrire tous les deux une histoire qui s'appelle La couverture bleue. Ah oui, celle-là, tu m'en as déjà parlé souvent. Voilà. Hum, Justement, tu dis que tu comptes de manière bénévole. Pourquoi justement bénévole et pourquoi est-ce que ce n'est pas professionnel? Parce que ça c'est... Alors déjà, comment dire? Moi malgré la maladie, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont donné énormément d'attention, d'amour. J'ai une famille formidable, j'ai un cercle d'amis formidable. Et j'ai vraiment de la chance parce que même dans le milieu scolaire, dans tous ces milieux-là, j'ai toujours été bien entourée et j'ai reçu énormément d'amour et des gens ont beaucoup fait pour moi. Et je trouve que dans la vie, il faut qu'il y ait une balance. Et moi, tout ce qu'on m'a donné, bah, moi aussi, j'ai envie de donner en fait. Non, j'ai pas envie d'être rémunérée pour ça en fait. J'ai vraiment envie que ce soit libre, que ce soit gratuit, désintéressé. Voilà. Il y a, donc il y a cette première raison qui est la principale, mais il y en a aussi une autre, c'est le fait que tu ne puisses pas correctement travailler comme, comme tout le monde. Tu ne peux pas avoir une activité salariée, tu ne peux pas... Bah, en fait, ce qui est assez compliqué dans ma maladie, c'est que c'est un peu. Je comparerais ça un peu comme la sclérose en plaques, mais avec beaucoup de pincettes. C'est-à-dire que nous, tous les matins, c'est la roue. Tu tournes la roue et tu vas savoir si aujourd'hui, bah, tiens, aujourd'hui, il y a ta jambe gauche qui va pas vouloir marcher. Tiens, aujourd'hui, tu vas te taper une migraine toute la journée. Oh, bah, tiens, aujourd'hui, tu vas avoir la diarrhée. Enfin, excusez-moi, hein, mais il y a des problèmes digestifs aussi. Tiens, aujourd'hui, oh, bah, aujourd'hui, tu auras des vertiges toute la journée. Ah, bah, tiens, aujourd'hui, tu vas pas pouvoir te lever. Enfin, tous les jours. Alors, je dis pas que tous les jours sont mauvais, mais tous les jours, enfin, on peut rien prévoir du jour au lendemain. En fait, on peut pas se projeter parce que voilà. Et puis, il faut surtout pas parler quand on tombe malade parce que je me vois bien dire à un employeur bon, bah, j'ai un rhume, on se voit le mois prochain, quoi. Voilà. Après, j'ai travaillé, j'ai fait des Oui, stages. parce que tu as fait plusieurs formations, tu as fait des stages, tu as fait des études. Bah, il faut savoir que j'ai réussi à aller jusqu'au baccalauréat. J'ai fait un baccalauréat technique, laboratoire d'ailleurs, qui est un bac qui m'a passionnée. Et tout au long de mes études, j'ai adoré. Vraiment, c'était merveilleux. Et c'est là que je remercie les profs que j'ai eus et l'équipe scolaire qui était autour de moi. Je remercie mes AVS aussi. Et pareil, après, je suis partie en IUT. Et finalement, ça a été très compliqué parce que ma maladie avançait et que ça devenait très compliqué de suivre des études en étant malade, même si tout était adapté. Et je me suis dit, je vais me reconvertir et je vais faire le diplôme de secrétariat médical. Donc j'ai bombardé. Un milieu que tu connais bien. Oui, voilà, c'est ça. J'ai assez bombardé parce que bah oui, c'est un milieu que je connais bien, un milieu qui m'est familier, j'ai envie de dire. Maintenant, l'hôpital, c'est ma deuxième maison. C'est triste, mais c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai bombardé, j'ai fait des stages, tout ça, j'ai adoré. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, même en étant à mi-temps, ben, si vous voulez, je fais 3 heures le matin, et il me faut toute l'après-midi pour récupérer de 3 heures de travail. Donc
Si vous voulez, c'est une vie où soit vous choisissez d'avoir une vie sociale, c'est-à-dire que vous êtes heureux, vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez sortir, voir vos copains, vos copines, soit vous choisissez de donner votre énergie, toute votre énergie à votre travail. Et c'est ce que j'avais choisi au début. Je m'étais dit, je donnerais toute mon énergie à mes études, à mon travail, tant pis pour la vie sociale, tant pis pour tout ce qu'il y a autour, je suis prête à tout sacrifier. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore l'école, qui adore avoir des connaissances, qui est très très Oui, tu scolaire. aimes apprendre. J'aime apprendre, je suis très scolaire, j'aime sentir que je sais des choses, j'aime me montrer compétente et utile. Et en fait, et je suis très très appliquée dans tout ce que je fais. Et en fait, malheureusement, je me suis rendu compte que Stécie, il va falloir faire un choix. C'est soit t'as un boulot, mais à côté, t'es rien, t'es un légume et tu fais rien d'autre que de dormir ou de te reposer ou de récupérer. Soit tu prends soin de toi, tu mets ton énergie quand tu peux pour des choses qui te plaisent. Alors certes, ça va pas être une vie richement ornée de voyages, de belles choses. Voilà, ce sera une vie où des fois il va falloir serrer la ceinture, il va falloir rester chez papa-maman parce que malheureusement l'accès au logement est très 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 compliqué. Justement, comment tu fais financièrement? Alors financièrement, je touche ce qu'on appelle la AH, donc l'allocation adulte handicapé, qui est donnée par l'État. Donc c'est une allocation dont le montant a été augmenté avec la venue de M. Macron au gouvernement. Je ne parlerai pas de politique parce que oui, c'est bien, les revenus minimum des personnes handicapées ont augmenté, mais d'un autre côté, il y a des choses qui ont été retirées ou baissées. Donc en fait, quand on fouille bien, c'est pas toujours... Enfin bref, je veux pas parler politique, en tout cas pas maintenant. Voilà, donc on touche au 1er novembre, non, au 5 novembre, ce sera 900 €. Donc quand vous avez 900 €, qu'est-ce que vous faites? Vous payez un loyer, bon, vous avez les APL, d'accord. Encore faut-il trouver un logement adapté avec une douche au rez-de-chaussée ou alors avec un ascenseur assez grand pour rentrer le fauteuil ou alors pas avoir d'escalier devant la résidence. Donc ça restera énormément les choix. Vous ne travaillez pas, donc vous êtes personne handicapée. Le logement social, il y en a très très peu et ils sont très peu accessibles aux personnes handicapées d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reste chez papa-maman. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On essaye de mettre des sous de côté, on essaye de payer un crédit pour s'acheter une voiture parce qu'il faut savoir que les crédits, on peut pas non plus trop en faire. Enfin, tout le monde sait comment ça se passe. Quand vous êtes handicapé, vous arrivez à la banque et vous dites je veux faire un crédit. Ils vous vont en fauteuil roulant. Oui, il va falloir prendre des assurances, quoi. Voilà, donc la voiture, payer la voiture. J'ai un chien qui me tient compagnie. Mon chien a autant de problèmes de santé que moi. Mais je l'adore. Donc du coup, il faut payer la mutuelle du chien. Il faut payer l'essence. Il faut payer la nourriture parce qu'on participe aux frais du foyer. Moi, je veux pas... Moi, ma hantise, la plus grosse hantise, c'est d'être une charge financière. Et une charge financière pour mes proches. Ça, c'est interdit. C'est une chose que je ne supporte pas. Et Mais tu veux être indépendante. Je veux être indépendante financièrement. Je veux pouvoir m'acheter mes propres vêtements. Je veux pouvoir m'acheter mes livres. Je veux pouvoir sortir, voir mes amis. Pas avoir à dire, je peux pas sortir parce que je peux pas, j'ai plus de sous. Enfin, voilà, je fais très attention. Et puis, voilà, à savoir que j'ai un chéri. Parce que l'amour, oui, est possible entre une personne handi et une personne valide. La sexualité est possible également. Oui, ça, c'est un gros tabou. C'est un gros tabou, mais tout est possible. La seule chose qu'on ne sait pas, ou qu'on sait trop peu en France, et c'est là-dessus que je veux vraiment appuyer les choses, c'est l'accès à la vie de couple quand on est handicapé. C'est-à-dire que si demain je veux m'installer avec mon chéri d'amour, vivre dans un joli petit appartement coquet et profiter de la vie et d'eux, une vie amoureuse totalement normale pour tout le monde, et
comment dire, mon aide, mon AAH, mon allocation, m'est retirée au prorata de ce que gagne mon conjoint. Et vu qu'il gagne assez bien sa vie, je me ferais, comment dire, si j'habite avec lui en tout cas, mon allocation m'est retirée, mariée ou pas, pacsée ou pas, à partir du moment où on vit en concubinage. C'est comme ça que ça marche, on vous retire vos aides et puis voilà, on vous fait comprendre que vous êtes une charge. Maintenant, la charge du papa et maman, c'est votre conjoint qui l'a. C'est lui qui doit vous financer, c'est lui. Alors moi, il en est hors de question, j'ai ma fierté, voilà, moi, il est en hors de question qu'une personne qui n'est pas malade, qui m'aime, que j'aime, subisse mon handicap de manière financière. Après, lui, ça lui pose aucun problème. Lui s'en fout en fait. Mais moi, je m'en fous pas. Oui, c'est surtout pour toi. Parce que j'ai pas envie. Je veux dire, les femmes se sont assez battues pour être indépendantes. Les femmes handicapées aussi devraient être indépendantes. C'est-à-dire que on devrait pas se dire voilà chérie, on vit que sur ton salaire, donc ce mois-ci, tiens, on peut plus sortir, on peut plus rien faire, puisque de toute façon, on a que ton salaire, on a que toi, et puis moi, si je veux m'acheter un petit pull, tiens, donne-moi 20 €, s'il te plaît, achète-moi ça. Non, moi, c'est pas possible du tout, quoi. Enfin, moi, ma vision de la femme, c'est pas du tout ça. Ma vision de l'amour non plus, pour moi, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, je suis obligée de naviguer entre passer un week-end chez mon chéri et passer la semaine chez mes parents. Parce que j'ai pas le droit, tout simplement. Et mon rêve, ce serait de pouvoir me marier et de pouvoir habiter avec mon chéri tout en percevant mes aides. Mais d'après le ministre, Madame la ministre de la Santé, l'AH est le plus avantageux des revenus sociaux. Je suis pas sûre. Sur le plan humain, je suis pas sûre. Et tu as aussi des problèmes pour tout ce qui est... Enfin, si jamais tu voudrais avoir des enfants, ce serait quelque chose qui ne serait pas forcément possible? Alors, ce sera pas possible. Je peux avoir un enfant. J'ai un utérus, j'ai mes règles, j'ai tout ce qu'il faut. Mais mon corps ne supporterait pas une grossesse. Et à savoir que si je suis enceinte, je n'ai pas le droit de percevoir mon traitement contre ma maladie. Parce que ça peut entraîner des dégâts au niveau de l'enfant, du futur petit. Donc, sachant que une fois j'ai dû arrêter mon traitement 2 mois, j'ai mis 6 mois à m'en remettre. Arrêter le traitement 9 mois, je pense que l'enfant il est orphelin de sa mère. Justement, c'est déjà arrivé, tu m'en avais parlé, il y avait déjà eu une femme qui a eu un enfant avec ta maladie justement. Et elle est morte à la fin de... Non, elle n'est pas morte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette femme était en plutôt bon état. Elle était assez indépendante, elle n'avait pas spécialement besoin de fauteuil roulant. Au niveau respiratoire, ça se passait bien. Après, moi, ces documents, je les ai trouvés sur Internet parce que c'était la seule femme à avoir une grossesse en ayant la maladie de Pompe au monde. Donc, il n'y a que sur son exemple que je peux me caler. Donc, elle était en meilleur état que moi, boulot, tout ça. Et à la fin de sa grossesse, assistée respiratoirement, fauteuil roulant tout le temps. Et plus de force pour s'occuper de son bébé, quoi. Donc moi, je veux pas ça pour mon enfant. Enfin, voilà, vous m'aurez compris. Et je veux pas ça pour moi non plus. Parce que mes proches veulent me garder le plus longtemps possible, en meilleur état possible. Voilà. Et c'est vrai que faire un deuil sur la maternité, c'est pas facile pour une personne comme moi qui aime la notion de famille. Après... Qui aime les enfants aussi, puisque tu comptes pour les enfants. Ah, mais moi, je suis toujours entourée d'enfants, j'adore les enfants. Et c'est justement peut-être là un peu mon malheur ou la frustration, c'est que j'adore les enfants, mais voilà, j'en aurais pas. Après, ça n'a jamais tué un couple, ça n'a jamais tué personne de ne pas avoir d'enfants. C'est une vie différente. Voilà. Après, moi, mon copain, il est totalement au courant.
C'est des choses dont on a parlé. Et lui, ça lui tente pas trop, en fait. L'aventure de parentalité, en tout cas pour l'instant. Alors, on m'a parlé d'adoption, on m'a parlé de plein de choses. L'adoption, oui, mais comme je sais pas en quel état je serai dans 10 ans, je me dis oui, est-ce que tu vas adopter un enfant dont tu ne pourras pas t'occuper? Parce que moi je suis hyper consciencieuse et je sais que si je dois avoir un enfant, c'est pas pour le mettre à la crèche, au centre aéré, à l'école à H24 pour m'en débarrasser quoi. Quand on veut un enfant, c'est pour moi, c'est s'en occuper et se montrer le plus exemplaire et donner le plus d'amour possible et de temps à son enfant. Et adopter, oui, mais si je suis pas en état de pouvoir m'en occuper, c'est pas la peine. Donc voilà, après il y a les grossesses, les mères porteuses. Alors ça c'est encore autre chose et à mon avis on n'est pas prêt d'autoriser ça en France. Déjà pour la PMA c'est super compliqué. Alors la GPA je pense que même dans 50 ans on ne sera pas prêt d'étudier ce qu'il y a en France. Voilà. On a surtout parlé de ce qui, on va dire, des inconvénients de ta maladie, mais qu'est-ce que toi tu retiens justement de ta vie de manière positive? De manière positive, plein de choses. Parce que je vis des choses qu'une personne lambda ne vivra pas. Se retrouver au milieu de personnes extraordinaires, de personnes qui... Je vais citer aucun nom, mais de personnes qui sont toujours dans le dépassement de soi. Découvrir un milieu où toutes les petites choses de la vie ont un très gros sens. C'est-à-dire un pique-nique en famille, c'est une chose merveilleuse. Tu mesures la qualité des moments. Voilà, il y a une certaine vision de la vie beaucoup plus simple, beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide, je sais pas comment dire, tout est exacerbé en fait au niveau des choses. Là, je vais vivre des moments où je sais que quand on n'est pas malade, on peut se dire je veux pas y aller le mois prochain, de toute façon on remettra ça et puis voilà, moi j'ai envie de faire les choses tout de suite, j'ai envie de voir et c'est un peu mon problème d'ailleurs parce que dès que j'ai un petit peu de forme, un petit peu d'énergie, j'ai envie de faire 50 millions de trucs parce que j'ai envie d'en profiter. Et c'est vrai que les choses simples de la vie, on les apprécie beaucoup plus, ça c'est clair. C'est une autre vision de la vie, c'est approcher des gens hyper humains, hyper beaux à l'intérieur. Enfin, j'ai rencontré des âmes exceptionnelles. Et, là, tu parles du corps médical, tu parles de... Tout confondu, corps médical, personne de mon entourage, personne que j'ai pu rencontrer grâce par exemple à des associations, au milieu médical, tout ça. Enfin... Notamment ton groupe de conteuses, conteurs, ton... Oui, bien sûr, le conte, je l'ai découvert grâce à ma maladie. Bizarrement, je l'ai découvert... disons que ça m'est venu à l'hôpital. Hein. Mais ouais, j'ai rencontré quelqu'un qui a mis un sacré coup de pouce dans ma vie. Et je vais donner son nom parce que ça me tient beaucoup à cœur. C'est Monsieur Fernandez Patrick, cofondateur de l'association Help-Lead. Et c'est vrai qu'il a tellement d'énergie, il donne tellement de lui pour des causes... Et justement, c'est quoi cette association Help-Lead? Help-Lead, en fait, c'est une association qui avait développé une application qui permet aux personnes en situation de handicap de se signaler sur une map par signal GPS quand elles ont un problème, en fait, d'envoyer un SOS alors qu'elles sont en pleine activité, il leur arrive quelque chose. Donc on ne parle pas de problème d'ordre médical, on parle bien de problème d'ordre plutôt mécanique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive plus à se relever d'un banc, ou là j'ai besoin d'aide pour pouvoir ranger mon fauteuil roulant dans mon coffre de voiture. Et en fait ça permet de se signaler et tous nos proches aidants qui sont eux inscrits dans l'application vont recevoir une notification. Et toutes les personnes non inconnues aussi qui sont dans le secteur géographique où
où la personne se signale peut venir l'aider en fait. D'accord. Donc c'est un très bel outil qui permet de temporiser certains stress, certaines inquiétudes par rapport au fait de sortir en autonomie. Oui, mais s'il m'arrive quelque chose, qui va pouvoir intervenir assez rapidement si je tombe, si j'arrive pas à traverser la rue parce qu'il y a trop de voitures et que je peux pas me lancer toute seule avec mon fauteuil, une personne malvoyante, c'est vraiment pour tous les handicaps en fait. D'accord. Et donc cette personne m'a insufflé beaucoup d'énergie, m'a donné pas mal de confiance en moi. Tout comme mon copain actuel qui m'aide énormément à prendre confiance et à me faire voir. Enfin, c'est des personnes qu'on rencontre pas, je pense, dans la vie de tous les jours, on n'y fait pas attention à ce genre de personnes. Hein. Donc oui, la maladie m'a apporté plein de choses. Et avec l'association Helplis, justement, tu as fait des marathons. Non, c'est ça, comment... Alors en fait, oui, avec Helplis, on fait une course qui s'appelle le Run in the Mur. Alors, on n'a pas fait de marathon parce que c'est dur. En fait, où je suis dans ce qu'on appelle une joëlette. C'est une chaise au porteur des temps modernes, on va dire. Vous avez toute une équipe qui court avec vous sur une piste. Et oui, je cours assise sur ma joëlette. Et avec Helplis, on fait ça tous les ans. Et notamment avec une association qui s'appelle la Foulée Muroise. Des âmes extraordinaires, des gens extraordinaires qui m'ont offert ma propre joëlette perso. Et d'ailleurs, elle est toute neuve. Et le prochain printemps, on va pouvoir se faire des randonnées, faire plein de promenades qui n'étaient plus accessibles en fauteuil roulant avec ma famille. Pouvoir profiter encore plus, créer de super moments en pleine nature, sans se dire ah bah mince, là on peut pas y accéder, ah bah mince, bon bah tant pis, on retourne à la maison. Enfin, voilà. Peut-être pour terminer cette émission, est-ce que ça va être difficile parce qu'il va falloir fouiller dans ta mémoire, est-ce que tu as 3 souvenirs marquants dans ta vie? Je pense que j'en ai plus. Les 3 qu'il faudrait absolument te souvenir. On peut aller à 5 si tu veux. Mais le top 3 des meilleurs moments de ta vie, pas forcément les meilleurs, mais les top 3 des choses que tu n'oublieras jamais. Alors, Aussi bien en positif qu'en négatif. bah, en fait, j'ai pas envie de faire mon top 3 des négatifs. Parce que c'est pas ça qu'il faut retenir, je pense. Mon top 3, il va être assez enfantin. Mais le top 3, ça va être quand le Père Noël m'a envoyé ma première lettre. C'est vrai que je m'en rappellerai toujours parce que c'était un moment de fou. Oh, le Père Noël m'a écrit une lettre, c'est merveilleux. J'étais la plus heureuse du monde. La naissance de mon frère. Ça a été... de mon petit frère. Ça a été à l'époque quelque chose d'hyper violent pour moi. Quand j'étais petite, enfin, ma mère s'en souvient, je hurlais, je pleurais dans la maternité parce que j'en voulais pas. Même à l'échographie, j'étais dans un état d'énervement. La dame, elle disait à ma mère à l'échographie, mais j'ai jamais vu une petite fille aussi énervée d'avoir un petit frère ou une petite sœur, quand il est né. Oh là là, il va falloir partager l'amour de papa-maman, parce que ma mère a eu mon frère, j'avais 6 ans et demi. Et finalement, en fait, mon frère, pour moi, c'est la plus belle chose. Comment dire, je me sens tellement bien avec lui. Et pour moi, on partage le même sang. Et je dirais que c'est une grosse fierté d'avoir mon frère à mes côtés, parce que c'est une personne extraordinaire. Je dis pas ça parce que c'est mon frère, mais je le pense vraiment. Et je l'adore. Et puis pour terminer, le 3e moment, ouais, enfin, il y a eu tellement de belles choses que je pourrais pas, mais je pense que jusqu'à maintenant, c'est compliqué parce que j'ai eu tellement des moments d'émotion, c'est super dur, il y en a tellement. En fait, le 3e, mon plus grand moment, ce serait dans le futur pouvoir me marier.
Ça, je pense que... En fait, le mariage... En fait, pour moi, le mariage, c'est plus que quelque chose d'administratif. Pour moi, c'est quelque chose de spirituel. Voilà. Je suis catholique et j'aimerais pouvoir me marier devant Dieu lors d'une messe. Et ça, ce serait, je crois, la plus belle chose qui pourrait m'arriver dans ma vie. Et j'espère qu'un jour, je pourrais me marier, être heureuse. Me marier avant de ne plus pouvoir marcher, au moins pour me tenir debout avec ma robe de mariée, ce serait déjà bien. Me marier et me dire, bah voilà, je suis pas une charge financière pour mon copain. L'État a enfin déclaré que oui, vous pouvez être amoureux, oui, vous pouvez être en couple et oui, vous pouvez toucher votre AAH. Voilà, ça ce serait mon troisième moment et il faut trop qu'il existe ce moment. Faut Voilà. faire passer le message alors. Voilà, c'est ça, faut faire passer le message. Et surtout dire que la vie, elle est ni noire, elle est ni blanche, elle est grise et parfois même teintée de rose. Waouh. On va finir sur ces très belles paroles. Ouais, Merci beaucoup, Stécie. mais de rien.